Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au journal. Vous êtes sur Spectrum Télévision. À la une de l'actualité de ce vendredi 24 août 2018, présidentielle 2018. Quel est le niveau des préparatifs pour ce scrutin présidentiel? Qu'en est-il de la présence des bureaux de vote dans les casernes? Voilà entre autres sujets à l'ordre du jour de la 4e session de plein droit du Conseil électoral d'Elections Cameroun tenue ce jour à Yaoundé. On va parler éducation dans ce journal. L'heure est au numérique. Le paiement des frais exigibles et d'examen se feront désormais par monnaie électronique. Le ministre des Enseignements secondaires a présenté ce jour à Yaoundé la procédure à suivre. Mesdames et messieurs, une fois de plus, bonsoir et bienvenue au journal. Le Conseil électoral a tenu ce jour à Yaoundé sa 4e session de plein droit. À l'ordre du jour, la présentation par le directeur général des élections, le niveau des préparatifs du scrutin présidentiel. Il a fait également l'évaluation de la mission sur le terrain des membres du Conseil électoral qui ont visité les 10 régions que compte le Cameroun. C'était du 8 au 22 août dernier. Par ailleurs, s'adressant à la presse, Eno Abrahams Egbe, le président du Conseil électoral, s'est expliqué sur la présence des bureaux de vote dans les casernes militaires. Mireille Sabzi. Inscription sur les listes électorales, distribution des cartes d'électeurs, niveau de préparation d'Elections Cameroun, situation sécuritaire dans les 10 régions que compte le pays. Voilà ce sur quoi rapportait la mission d'évaluation du Conseil électoral à moins d'1 mois et demi du scrutin présidentiel au Cameroun. Au sortir de ces 15 jours de descente sur le terrain, à l'effet de prendre le pouls du niveau de préparatif à l'élection du 7 octobre 2018, le feedback est plutôt positif dans l'ensemble, même si on peut relever quelques difficultés enregistrées ça et là. Le Conseil électoral a saisi l'opportunité de sa descente sur le terrain pour cibler les sites qui devront abriter les différents bureaux de vote. Parmi ceux-ci, les casernes militaires, auxquelles s'oppose d'ailleurs le Social Democratic Front, premier parti de l'opposition parlementaire au Cameroun. Pour soutenir son argumentaire, le SDF s'appuie sur l'article 96 alinéa 4 du Code électoral qui stipule que tout bureau de vote doit se situer dans un lieu public ou ouvert au public. De ce fait, le Social Democratic Front, dans une correspondance, avait récemment appelé ELECAM à clarifier la situation des bureaux de vote dans les lieux publics et dans les casernes militaires, précisément dans la région du centre. Je ne voudrais pas que vous fragilisez votre propre pays. Ce n'est pas une innovation au Cameroun. Les bureaux de vote sont mis à la disposition des électeurs. Il y a certains casernes dont les familles, les populations civiles habitent dans les casernes. Nous ne sommes pas dans d'autres pays où les casernes sont éloignées des populations. Nous vivons, c'est une réalité au Cameroun. Nous vivons avec les populations à côté des casernes pour éviter qu'il y ait des suspicions inutiles. Nous avons opté pour discuter avec les acteurs du processus. Ces bureaux de vote seront mis à un niveau ou à un point où il y aura accès à tout le monde. Ce qui est essentiel, c'est l'accessibilité des bureaux de vote. Mais le SDF signe mordicus que les résultats dans ces casernes sont proportionnels aux dispositifs frauduleux mis en place. C'est un faux débat. Et n'oubliez pas que dans les bureaux de vote, tous les partis politiques sont représentés. Ce n'est pas une spécialité camerounaise. Eno Abrahams Egbe a fait savoir que cette question et bien d'autres, notamment la crise anglophone, la lutte contre Boko Haram à l'extrême nord, pourront être débattues lors du Forum national électoral. Dans la région de l'Ouest, un des membres du Conseil électoral d'Elections Cameroun vient d'effectuer sa tournée. C'est dans les 8 départements que compte cette région. Au terme de sa visite de travail, Mohamedou Boubacar a présidé une conférence, plutôt une rencontre pour restituer son parcours. Alexis Bemo et Flore Kagné pour les détails. Le membre du conseil d'Elecam, Mohamedou Boubacar, au terme de sa tournée dans les 8 départements de la région de l'Ouest, se dit satisfait de l'état des préparatifs des acteurs locaux pour les élections du 7 octobre prochain. Toutes les dispositions ont été prises par les chefs d'antenne, la localisation et le bon dénombrement des bureaux de vote, la désignation objective des présidents des commissions locales de vote. Je puis vous assurer que à la fin de cette descente, que ceux
avec qui nous avons eu à échanger ont été satisfaits. Près de 2500 cartes n'ont pas été imprimées et 2500 environ n'ont pas été distribuées. Autre information, les différents partis politiques doivent exhorter le membre du Conseil se faire représenter dans chaque bureau de vote et pour ce, ils ont jusqu'au 5 septembre prochain pour se faire enregistrer auprès de l'ECAM. Pendant les échanges, les représentants du MRC et du SDF, respectivement, ont émis le vœu de voir la délocalisation des bureaux de vote de la Légion de gendarmerie, celui de l'hôtel de ville et enfin celui du camp militaire. Il a fallu que les membres, particulièrement du SDF, relancent des problèmes qui se posent depuis de longues années. Parce que chaque fois, on a promis et rien n'a été fait par la suite. Que les gens mettre des bureaux de vote là où les gens ne peuvent pas facilement accéder, peut-être parce qu'ils préparent déjà la victoire de leur champion. Le membre du conseil il ne nous a pas rassurés. Mohamedou Boubacar a tout simplement promis de porter cette doléance auprès de qui de droit, mais en attendant, il dit ne trouver aucun problème à ce que ces bureaux de vote soient délocalisés. Élection présidentielle du 7 octobre prochain, déjà 2 projets de société rendus publics. Ce sont ceux de Joshua aussi du SDF et d'Akeremouna du FPD. Et si on effectuait une étude comparative de ces 2 projets, Léla Renganzu l'a fait pour nous. Voici le compte rendu. Entre projets de société et engagement, la course vers Itoudi prend une nouvelle allure. Depuis quelques jours, en effet, les candidats entament une nouvelle phase dans l'opération de charme en dévoilant ce qu'ils proposent aux Camerounais. La revue des 2 sorties, effectuée par Joshua aussi du SDF et Akeremouna du FPD, permet de constater que les 2 candidats se rejoignent sur bien des points. L'éducation, la santé, le logement et l'accès aux commodités de base. Cependant, d'autres aspects de leur vision pour le Cameroun les éloignent, ce qui explique peut-être la difficulté de l'opposition à coaliser pour présenter un candidat unique, les projets de société étant différents. Alors que ces 2 barons de l'opposition s'accordent sur le fédéralisme comme meilleure forme de l'État, le flou entoure encore les modalités de la fédération proposée par l'ancien bâtonnier, quand Joshua aussi, lui, est déjà fixé sur son fédéralisme basé sur les 10 régions actuelles. Autre point de divergence, la réorganisation de l'administration. L'un plaide pour le remplacement du ministère de la fonction publique et de la réforme administrative, quand l'autre, lui, envisage la suppression de bon nombre de ministères pour ne garder que 20 ministres. Et allant dans la même lancée, le premier pense à la création d'une commission pour lutter contre la corruption, quand le candidat député lui promet de doubler les salaires des fonctionnaires, la stratégie, les sorties de la précarité pour les tenir loin de ce phénomène. On aurait pu penser que la question des élections rassemble ces 2 fils du Sud-Ouest et du Nord-Ouest, mais que non. Limitation à 2 mandats de 5 ans chacun, là encore ils s'accordaient. Sauf que pour le poulain de Nidjanfondi, il est important de passer à des élections à 2 tours. Conscient de l'importance d'avoir des citoyens avisés, l'éducation tient une place de choix dans ces 2 programmes. Éducation pour tous, cependant la méthode pour y arriver est différente. Bourse pour enfants défavorisés, école gratuite et obligatoire jusqu'à la fin du 1er cycle, suppression des frais de scolarité dans les universités et grandes écoles, voilà ce que propose le député de Voury-Centre face à la modernisation et au rapprochement de l'école envisagé par son vis-à-vis. Le dernier point qui oppose les 2 programmes est la santé. Alors que le candidat du principal parti de l'opposition parle d'une assurance de 500 000 francs CFA pour chaque famille, de la gratuité de la consultation pré- et postnatale jusqu'à l'âge de 2 ans, ainsi que de la gratuité des soins pour l'accouchement par césarienne, l'ancien bâtonnier de l'ordre des avocats, lui, offre la couverture santé universelle et l'accompagnement des femmes dans les soins prénataux. Opération de charme, les programmes des autres candidats sont encore attendus. Grosse question, qui séduira le mieux les Camerounais? Le nouveau délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Bertois, vous l'avez constaté, nous sommes dans la région de l'Est installé. Alphonse Ouamani-Mbélé a officiellement pris fonction ce jour au cours d'une cérémonie solennelle présidée par Georges Ilanga Obam, le ministre de la décentralisation et du développement local. Gustave Époque plutôt et Joseph Kemouni.
Alphonse Ouamane Mbele, que voici, est donc désormais revêtu de tous ses attributs de délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Bertoua. En l'installant officiellement à ses fonctions, le ministre de la décentralisation et du développement local lui a prescrit une feuille de route bien déterminée. Que la communauté est correctement administrée, que ses finances sont suivies scrupuleusement, et que la ville est propre. Naturellement, qu'il veille à ce que la campagne pour l'élection présidentielle qui va bientôt commencer se déroule dans un esprit apaisé avec tout le soutien attendu en faveur du président de la République. Né le 15 septembre 1960, ici à Bertoua, le nouveau patron de la communauté urbaine a été présenté aux populations qui le connaissent d'ailleurs très bien par Georges Elanga Obam comme un homme qu'il faut à la place qu'il faut. Le chef de l'État l'a donc voulu et il est là. Ce haut commis de l'État à la retraite est conscient des missions qui l'attendent. Pour lui permettre de ratisser large et d'atteindre ses objectifs et Pour lui permettre de ratisser l'âge et d'atteindre ses objectifs, les chefs traditionnels des arrondissements de Bertoua 1er, Bertoua 2e et Manjou lui ont remis ce cheval en guise de cadeau. Alphonse Ouamane Mbele est donc là. La seconde phase des travaux d'aménagement de l'accès est de la ville de Douala préoccupe les pouvoirs publics. À quelques mois de la Coupe d'Afrique des Nations 2019, l'entreprise en charge de la réalisation du chantier n'est pas encore véritablement connue. Au cours d'une conférence de presse donnée hier à Yaoundé, le ministre des Travaux publics est revenu sur quelques raisons qui justifient ce retard. Olivier Bouzik. Le bouclage de la phase 1 des travaux d'aménagement de l'accès est de la ville de Douala à partir du carrefour marché des fleurs jusqu'au pont sur la Dibamba avance sereinement. Le taux d'exécution est parvenu à 99% à ce jour, la réception provisoire générale des travaux ayant été prononcée le 16 mars 2018. Sur le terrain, le groupe Razel, en charge de l'exécution, s'attelle à renforcer les barrières métalliques par une structure acier-béton pour plus de sécurité. Sauf qu'à la phase 2 du projet, les travaux sont bloqués. Pour cause, l'entreprise devant réaliser le chantier n'est pas encore clairement identifiée. En date du 16 août 2018, le ministère des marchés publics a désigné l'entreprise chinoise Weihe International Economic et Technical Cooperative comme adjudicataire du marché pour un montant de l'offre estimé à 33 milliards de francs CFA. Or, pour sa part, le ministère des Travaux publics milite pour la poursuite des travaux avec le groupe Razel, ayant exécuté la phase 1 puisqu'étant déjà sur le terrain. L'autre raison qui motive le MINTEPI dans sa décision est l'imminence de la CAN 2019. Il est question que la tributaire se mobilise en urgence sur le site pour le démarrage effectif des travaux et produise un chronogramme pour ceux-ci. Quant au prix des travaux, contrairement au montant de 42 milliards pour 9 km annoncé par les médias tout récemment, Emmanuel Nganou du Messi précise. Ce sont des estimations, c'est-à-dire des projections de ce que pourrait coûter les prestations à réaliser sur l'entrée est de Douala. Il ne s'agit pas de 9 km de route. Nous avons là 3 fois 2 voies, plus les 2 autres voies, une fois 2 voies, qui sont déjà là, qu'il faut reconstruire. Donc, à la vérité, il s'agit d'aménager 27 km de chaussée. Cette phase 2 concerne l'élargissement de la route à 3 fois 2 voies de 3,5 mètres, soit une plateforme de 38 ml, 5 gigatoires simples, la réalisation d'une planche expérimentale de chaussée durable. Au total, 11 dallos sont en projet de construction, des ouvrages d'art, une trentaine d'arrêts bus et taxis de chaque côté, entre autres aménagements connexes à réaliser avant la CAN 2019. Éducation, frais exigibles et frais d'examen, le paiement se fera désormais
via le mobile money. La présentation de la procédure à suivre pour cette numérisation a été présentée ce vendredi à Yaoundé par le ministre des Enseignements secondaires. C'était au cours de la réunion de concertation des responsables des services centraux, déconcentrés et des organismes sous tutelle du dit ministère. Mireille Saouzé. Les frais de scolarité et d'examen payables via mobile money. Il est question pour les autorités en charge des enseignements secondaires d'assurer une meilleure traçabilité et une sécurisation des fonds. Cette nouvelle façon de faire va d'abord mettre fin à la distraction des fonds, au détournement des frais d'examen qui ont parfois causé de nombreux désagréments chez les élèves, les candidats, chez les parents, chez les chefs d'établissement et quelquefois ont même abouti à la fermeture de certains établissements scolaires. Le processus de ce nouveau mode de paiement aboutit à la délivrance d'un quitus. Au début de l'année maintenant, le chef d'établissement va remettre à l'élève une fiche d'inscription provisoire ou un quitus en fonction de ce que les chefs d'établissement vont dénommer. Et cette fiche devra comprendre le nom de l'établissement, le code de l'établissement, le nom de l'élève, sa date de naissance, le motif de paiement. Dès que le paiement est effectué, il va se générer au niveau de la plateforme et au niveau du téléphone même de l'intendant ou du chef d'établissement un lien qui permet à ce dernier de matérialiser le recouvrement de la recette de l'État. Donc à ce niveau-là, l'élève qui a payé ce qu'il a payé. Tout cet argent sera reversé au trésor public dans un compte de dépôt de consignation enregistré au nom de chaque établissement scolaire. Rentrée scolaire timide dans les librairies dites du poteau. À quelques jours de la reprise des classes, les parents ne se bousculent vraiment pas. Une situation qui, selon certains, s'explique par l'indisponibilité des livres dans ces lieux-là. Léla Renganze. Faute de clients, les discussions qu'ils ont entre eux meublent la journée. À quelques jours de la rentrée scolaire, on se serait attendu à ce que les affaires soient florissantes pour ces vendeurs de livres de seconde main. Il n'en est rien. Entre 5h, heure d'arrivée, et 21h, heure de départ, moins de 10 clients par jour s'arrêtent devant les tables où sont pourtant bien classés des livres. Et c'est ainsi depuis plusieurs semaines déjà, devant l'école publique et le lycée de Deïdou. Actuellement, on attend, parce que déjà les livres, je vous ai dit que les livres ne sont pas encore disponibles. Ces livres officiels ne sont pas disponibles. Mais ceux qui sont déjà là, comme les livres anglophones, nous achetons, nous servons quand nos clients arrivent. C'est les livres francophones qui sont franchement morts pour le moment. Le marché des livres francophones n'est pas encore effectif. Parce que je ne sais pas, comme le livre n'est pas disponible, tu peux vendre un livre en occasion. Par exemple, la langue française au second cycle, c'est fait par Afredi. Afredi, ces livres ne sont pas encore sur le terrain. Si le parent vient, je lui sers ça. La liste maintenant, quand les livres officiels arrivent, je me rends compte qu'on a révisé l'édition. J'aurai des problèmes avec le parent parce qu'il va revenir. Contrairement à cette idée répandue qui veut que le poteau n'offre que des livres de second choix, certains manuels vendus ici sont tout aussi neufs que ceux qu'on trouve en librairie classique. Le petit plus, c'est effectivement ce prix, légèrement en deçà de celui des grands espaces. Les maisons de distribution, les Messapresse, les comptoirs uniques, qui sont des maisons de distribution. Vous voyez, les Cambridge. Les Cambridge ont des représentants qui sont des maisons de distribution. On va là-bas, comme je suis fiché, je lui demande la quantité de livres que je veux. On me vend, on me fait des remises, 15 à 20%. Vous voyez, quand j'arrive maintenant sur le terrain avec mes clients, je leur fais aussi des rabais de 2 à 5%. Les services offerts ici sont divers, vente, achat, remise en forme et même échange. Pour cette dernière catégorie, la somme d'argent à débourser dépend de la valeur du livre. Les occasions d'échange, généralement, c'est 1000 francs. En fonction de la valeur du livre. Quand ils ont la même valeur, c'est 1000 francs. Si le livre que je te donne, par exemple, 6e, 5e, généralement, les prix sont égaux. 4e, 3e, il y a une petite augmentation de prix. Maintenant, quand tu me donnes un livre d'occasion, tu prends un livre neuf. La différence de prix va varier maintenant de 1500 à 2000. Les livres se font désirer et les parents avec dans les librairies du poteau. La crainte exprimée ici est que lorsque disponible, le temps pour leur écoulement ne permette pas de tout vendre. Car pour certains, la vente des livres au poteau prend congé en novembre pour ne rouvrir ses portes que début juin.
Le tronçon aidé à Dizangue-Mouanko est abandonné depuis plusieurs années. Avec la saison des pluies, c'est un vrai parcours du combattant pour les motocyclistes et c'est l'activité interurbaine qui prend un coup. Seulement Béas. Seule unique voie de jonction terrestre dans les arrondissements de Déa 1er et 2e et celui de Dizangue, voici à quoi ressemble cette route. Du moins, le tronçon quitte Dizangue depuis le début de la saison des grandes pluies. Les voitures passent, tout le monde passe, tout passe. Regardez la route. Parce que nous, on ne peut rien dire ici pour la route, c'est parce qu'on attend seulement le goudron. Cette route est presque impraticable car la boue envahit toute la chaussée, empêchant ainsi la circulation rapide et fluide des biens et des personnes. Même pour racler la route, c'est un problème. On peut faire un an, la route est raclée au moins une fois. Vous-même, vous regardez l'état de la route. Les motards n'arrivent pas à circuler normalement. C'est un véritable calvaire, un parcours de combattants que vivent les automobilistes et les motocyclistes qui empruntent au quotidien cette voie. Les gars qui font même la ligne là-bas sont les gars à féliciter parce que nous on se demande, on se pose les questions, comment ces gens qui sortent là-bas s'en sortent pour arriver ici en ville. Du coup, les conséquences sont évidentes. L'activité de transport interurbain prend un coup. Les clients également souffrent parce que nous sommes obligés d'augmenter même un 50 francs de plus pour les amener jusqu'à domicile parce que nos motos ne s'en sortent pas. Quand tu fais 2 tours, tu dois acheter un roulement, tu dois changer la transmission. Lorsque l'on sait que cette situation n'est pas inédite, on se demande encore pourquoi ces mesures fortes ne sont jamais prises en saison sèche pour que ce genre de situation ne se vive plus. L'appel est ainsi lancé aux autorités pour que des actions concrètes soient menées pour arranger cette situation qui plonge bel et bien l'économie de ces localités, sachant que les principaux passagers sont les commerçants. En sport, le montant du collectif budgétaire pour l'exercice 2018 de l'Académie nationale de football est connu. Il s'élève à près de 800 millions de francs CFA. C'est l'une des grandes résolutions de la première session extraordinaire de l'ANAFOOT. Cette session s'est tenue à Yaoundé, session à l'issue de laquelle les membres du Conseil ont exprimé leur satisfaction suite à la phase de sélection qui s'est tenue il y a quelques jours. Olivier Bouzik. 835 134 432 francs CFA. C'est le montant du collectif budgétaire pour l'exercice 2018 de l'Académie nationale de football. Il a été adopté à l'issue de la première session extraordinaire de la structure présidée par Issa Yatou. Globalement, ce compte est réservé aux dépenses subsidiaires de l'Académie. Vous savez, il y a des factures à régler et puis il y a d'autres, je voulais dire, même au niveau du fonctionnement, il y a beaucoup de choses qu'on a pris en compte pour faire un collectif budgétaire. Ça, le collectif budgétaire est là pour, je vais dire, pour remédier à une ou deux situations par rapport au budget initial. L'adoption de ce montant du collectif budgétaire intervient 4 mois après l'adoption du budget de l'Académie pour l'exercice 2018, chiffré à 682 750 000 francs CFA. Au cours de ces travaux, les membres du conseil d'administration ont également réexaminé les comptes administratifs et de gestion sur chiffre de l'exercice 2017. Ils ont en outre examiné la situation du centre de formation ainsi que les propositions d'amélioration du fonctionnement de l'Académie émises par la direction générale. Le conseil d'administration s'est dit satisfait du processus de sélection qui s'est tenu la semaine dernière, piloté par des experts français. Nous avons fait un travail préalable pour voir à peu près si la détection ou bien la sélection finale des experts pouvait coïncider avec ce que nous avons pu prendre. Je vous assure que nous étions à 90% moins sûrs que ce qu'ils ont fait, ce que les Camerounais ont fait, c'était pratiquement la même chose. Donc nous restons très satisfaits par rapport à la sélection qui a été faite. La liste des 50 premiers pensionnaires, soit 20 filles et 30 garçons, sera rendue publique dans les prochains jours afin que la rentrée scolaire prévue au mois de septembre soit effective. L'équipe nationale de volley-ball féminin des moins de 20 ans a quitté Yaoundé ce vendredi, destination Nairobi au Kenya. Là-bas, elle va établir son camp de base à Kazarini pour le début de la Coupe d'Afrique de volley-ball féminin U20. La compétition se déroule du 26 août au 2 septembre prochain à Nairobi. Outre le Cameroun, 7 autres pays africains ont confirmé leur participation, à savoir le Kenya, pays hôte,
L'Égypte tenante du titre, la République démocratique du Congo, le Rwanda, l'île Maurice, le Nigeria et l'Ouganda. La Confédération africaine de volleyball dit attendre d'autres confirmations. Football, la Confédération africaine de football vient de rendre public le classement des clubs africains. Celui-ci laisse voir la dégringolade des équipes camerounaises. Makeda Lidinoto. C'est un secret de polichinelle. Notre football va mal, non seulement sur le plan local, mais aussi sur l'échiquier international. Dans un championnat professionnel à 18 clubs, comme c'est le cas avec la MTN Elite One, seul un club, Coton Sport, a réussi de justesse à se hisser dans le top 10 du classement annuel des meilleurs clubs africains. Classement publié le 18 août 2018 par la Confédération africaine de football CAF. Le constat est alarmant. Au lieu d'avancer, les équipes camerounaises continuent de régresser. Bon, l'une des conclusions par rapport à ce nouveau classement CAF, c'est que les clubs camerounais ont régressé. Ça c'est vrai, le Coton qui part de la 8e position à la 10e position, l'Union sportive de Douala qui part de la 63e position à la 80e position, et puis les autres clubs qui sont carrément au-delà de la 100e position. Ça se comprend aisément parce que les clubs camerounais actuellement en compétition africaine se font régulièrement éliminer en tour préliminaire, dont on n'arrive même plus à atteindre la phase de poule. Ça ne favorise pas le ranking des clubs camerounais en compétition africaine. Pour cet entraîneur de football, plusieurs facteurs expliquent cette chute des clubs camerounais en Afrique. Il y a évidemment le manque de moyens, le manque d'infrastructures qui sont comme un frein à l'évolution des choses, mais il y a également le comportement et l'attitude même des acteurs sur le terrain. La politique du football doit évoluer, il faut qu'il y ait plus de moyens, il faut qu'il y ait plus de considération de la part des dirigeants, mais également une meilleure discipline de la part des joueurs et de la tenue des entraînements aussi. Coton Sport 10e sur le plan africain, Union de Douala est 2e, suivi d'Edin Sport 3e, qui quitte de la 350e place pour la 150e grâce à sa participation aux préliminaires de la Ligue des Champions cette année. Le classement annuel des clubs de football africains se base sur les résultats des clubs en Ligue des Champions de la CAF et est actualisé à partir du second tour par un système de points croissants à chaque saison. Les résultats de la Coupe de la CAF, quant à eux, sont comptés depuis 2009 à partir des 8e de finale. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci d'avoir été des nôtres. Bon début de week-end en compagnie des programmes de Spectrum Télévision.